le bâtiment de la personne, soit-elle physique, politique, morale, éthique unique, éthique unitaire, et si la réponse est positive, qu'est-ce que signifie son unicité? Et son unicité, la deuxième question, est-elle incompatible avec l'idée de la divisibilité? Si on regarde dans le nouveau code civil, on voit que pour la première fois, les rédacteurs du code et les législateurs ont osé de réglementer plus détaillé, même dans une manière assez développée, le bâtiment. Les prémices de la réglementation sont bien sûr la législation, la réglementation dans le nouveau code civil, la législation ancienne et les théories classiques sur le bâtiment. Comme vous savez bien sûr, dans le code civil de 1864, n'existait pas une réglementation du bâtiment, une définition du bâtiment. Sauf certaines mentions expresses, comme dans les articles 781 et 784, qui mentionnaient la séparation des bâtiments en matière successorale et l'évocation déjà célèbre de l'idée du bâtiment dans l'article 1718 de l'ancien code, l'équivalent de l'article 2284 du code civil français, qui disait « Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous les biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. » Bien sûr, la notion du bâtiment a été utilisée aussi dans d'autres lois, comme le décret numéro 31 de 1954, comme une condition de l'existence de la personne morale, et sans épuiser les exemples, je peux mentionner aussi la loi de Madame la loi 31 de 1990 sur les sociétés commerciales. Les prémices théoriques, comme j'ai dit, face à cette situation assez difficile du point de vue législatif, les rédacteurs du nouveau code civil ont utilisé comme base pour les travaux sur les textes concernant le bâtiment les grandes théories élaborées sur le bâtiment dans la doctrine française et allemande. Les soi-dites théories personnalistes du bâtiment élaborées par Guerrero étaient caractérisées par les idées suivantes. Seules les personnes peuvent avoir le bâtiment, toute personne a nécessairement un bâtiment. Je me rappelle, si vous me permettez, que cette idée était une idée pas très agréée avant 1949, étant considérée une idée plutôt idéologique, mais maintenant, c'est une évidence que toute personne a nécessairement un bâtiment orienté sur cette idée. Le bâtiment reste lié à la personne aussi longtemps qu'il figure la personnalité. Une personne n'a qu'un bâtiment et celui-ci est indivisible. Il descendra de la théorie de Guerrero comme la personnalité. Et finalement, le bâtiment est une universalité juridique composée par les droits et les obligations particulières. La théorie du bâtiment, soit dit théorie personnaliste du bâtiment, rédigée, élaborée par Guerrero, avait, comme vous savez, des inconvénients. Notamment l'idée de l'indivisibilité du bâtiment. Ce sont les juristes allemands, Prinz et Becker, cités en France par Saleh, qui ont créé la théorie du bâtiment d'application. Le bâtiment nu, le soit dit en allemand, Zweckvermögen, avec des conséquences théoriques et surtout pratiques très importantes. Une personne peut avoir
synthèse entre les deux théories classiques. Et je crois, j'essaierai de proposer cette conclusion, que la réglementation dans le nouveau code civil est basée sur cette théorie moderne du patrimoine. Il y a deux idées qui sont aussi les idées de mon intervention, qui, je crois, on peut les trouver dans le code civil. L'idée de l'unité du patrimoine, de l'unicité du patrimoine, et l'idée de la divisibilité du patrimoine pour créer des masses patrimoniales. Avant de discuter ça, je vous propose de me concentrer un peu sur l'idée de l'universalité juridique et sa relation avec l'universalité des faits, parce qu'il y a deux caractéristiques de différence entre les deux notions, les deux catégories juridiques, qui sont aussi la base de mon intervention. L'universalité juridique est une formule qui, on peut la trouver dans la définition, c'est une idée qu'on peut trouver dans la définition du patrimoine donnée par l'article 31, premier alinéa du Code civil. Le patrimoine comprend tous les droits et les obligations évaluables pécuniairement qui appartiennent à un sujet de droit, personne physique ou personne morale. Cette formule du texte qui constitue la première définition légale du patrimoine dans le Code civil, nous avons encore une définition légale du patrimoine dans la loi numéro 215 de 2011 sur les autorités locales, mais là, la définition se réfère seulement au patrimoine de l'unité administrative territoriale. Donc, cette formule évoque certainement le fait que le patrimoine est une universalité juridique, de l'ensemble des droits et obligations qui sont dans une relation d'indépendance relative avec l'ensemble lui-même. Il y a une indépendance entre le patrimoine et ses éléments, droits et obligations, parce que le patrimoine existe indépendamment de son contenu. Quand les droits sont prédominants, quand les obligations sont prédominantes, ou même quand le patrimoine est presque vide. Donc le patrimoine existe toujours, malgré les évolutions et les rapports de son élément. L'indépendance est en même temps relative, parce que le mouvement, les variations des éléments du patrimoine, droits et obligations, influencent l'état juridique, dans une formule métaphorique, la santé et l'économie du patrimoine qui peuvent être solvables ou insolvables. La caractéristique du
La divisibilité de l'universalité juridique n'affecte pas son existence. On verra ça immédiatement. Cette unité qui, dans la théorie moderne du bâtiment, vient bien sûr de la théorie du bâtiment d'affectation. Tandis que la divisibilité de l'universalité de fait peut déterminer sa disparition. Les deuxièmes deux caractéristiques de l'universalité du droit du patrimoine sont les idées évoquées dans le livre de votre intervention et font l'objet de ma discussion. L'unité et l'unicité du patrimoine. Chaque personne a un patrimoine. Cette idée résulte des textes du Code civil. L'article 31 que j'ai cité déjà dit que toute personne physique ou morale est titulaire d'un patrimoine, donc un seul patrimoine. La même idée peut être trouvée dans le texte qui réglemente les éléments constitutifs du patrimoine, les éléments constitutifs, excusez-moi, de la personne morale, les conditions de l'existence de la personne morale. Toute personne morale, dit article 187, doit avoir une organisation autonome et un patrimoine. Et bien sûr, le but déterminé ici est moral, conforme à l'intérêt général. Donc, aussi cet article souligne le fait que le sujet de droit, personne morale, a un seul patrimoine. Les deux textes, je me répète, et je prie de m'excuser, utilisent sans possibilité d'interprétation le singulier, un patrimoine et non pas plusieurs ou des patrimoines. Si on ajoute aussi la liaison entre la personnalité qui est unique pour chaque sujet de droit et le patrimoine, idée de la théorie des traits d'une très grande valeur de la théorie classique du patrimoine, gardée dans la conception moderne, la conclusion est certaine et indéniable. Chaque personne, physique ou morale, a un seul patrimoine, donc le patrimoine est unique et unitaire. Quelle est la signification de cette réponse? Je crois que l'idée qui doit être soulignée est que entre la personnalité qui est unique et le patrimoine reste toujours la liaison que j'ai mentionnée déjà. La divisibilité du patrimoine, l'autre idée que je propose à discuter et sur laquelle je resterai un peu plus. Premièrement, je veux vous dire que la compatibilité et la divisibilité du patrimoine avec la théorie classique n'est pas complètement impossible. Donc, au Priero disait le patrimoine est indivisible. Mais je rappelle que dans l'ancien article 878 du Code civil français, en vigueur au moment quand au Priero élaborait leur théorie, le texte de cet article était le suivant. Les créanciers du défunt peuvent demander dans tous les cas et contre tout créancier la séparation du patrimoine du défunt avec le patrimoine de l'héritier. C'est l'équivalent de l'ancien article 781 du Code civil romain de 1864. Et aussi l'article 881 de l'ancien article 881 du Code civil français, et il évoque aussi l'idée de la séparation des patrimoines de l'héritier avec le patrimoine du défunt. Donc même sous l'empire de la théorie classique du patrimoine, pour des raisons déterminées, pour protéger les créanciers, a été acceptée l'idée que le patrimoine de l'héritier, qui était composé de son propre patrimoine et du propre patrimoine de son auteur, que le patrimoine était possible d'être divisé. Quelle est la réglementation dans le Code civil? Dans notre Code civil, le nouveau Code civil romain, il y a plusieurs textes qui évoquent
quand l'acte de la loi prévoit cette possibilité. L'article 32 et l'article 33, sur lesquels je vais y entrer, prévoient aussi l'idée de la divisibilité. On trouve aussi l'idée de la divisibilité dans un article qui se trouve dans la matière de la tutelle, où le texte dit que sous une tutelle institutionnalisée, une partie du patrimoine de la personne qui est sous tutelle peut être administrée par une autre personne physique, une personne morale distante du tuteur. Donc, même dans ce domaine-là, l'idée de divisibilité est présente. Dans le domaine des régimes matrimoniaux, et pas seulement dans le code civil actuel, mais sur l'ancien code civil, sur l'ancien code de la famille, l'idée de la divisibilité des patrimoines des époux était acceptée. Parce que les époux avaient, sous l'empire du code de la famille, aussi des biens communs et des biens propres. Donc leur patrimoine était composé par deux masses patrimoniales, la masse des droits et des obligations communs et la masse des droits et des obligations propres. Une réglementation nouvelle dans le Code civil romain, inspirée par le Code civil du Québec, l'article 792, prévoit que l'administrateur peut administrer une ou plusieurs biens ou même une masse patrimoniale ou bien sûr un patrimoine entier. On retrouve aussi l'idée de la divisibilité dans la matière successorale dans le nouveau code civil quand l'article 1079 prévoit que l'exécuteur testamentaire peut administrer une fraction du patrimoine successoral. Il y a aussi d'autres textes, mais je crois que par exemple un texte à l'endemain du droit international privé, le livre 7e, qui prévoit quelle est la loi applicable aux masses patrimoniales. Je crois que je peux m'arrêter ici. Tous les exemples que je vous ai donnés sont, à mon avis, suffisants pour souligner l'idée que dans la conception du code civil actuel, l'idée de la divisibilité du patrimoine est une évidence. Mais quelles sont les conséquences de la divisibilité? Il y en a plusieurs. Par exemple, une réglementation qui, à mon avis, est pas seulement nouvelle, mais aussi très utile du point de vue pratique, est le transfert entre patrimonial. Ça veut dire le transfert entre les masses patrimoniales qui appartiennent au même sujet de droit. C'est l'article 32, qui dit que en cas de décision d'affectation, les transferts des droits et obligations d'une masse patrimoniale à une autre au sein du même patrimoine se fait dans le respect des conditions prévues par la loi et sans qu'il soit porté préjudice sur chaque masse patrimoniale au droit des créanciers. Les conditions prévues par la loi, la formule utilisée par l'article 32, doivent être interprétées comme les conditions de fond du chaque acte juridique, bilatéral, unilatéral, capacité, consentement, objet et cause. Les conditions de forme doivent être prises en considération pour les immeubles qui doivent être enregistrés dans le livre foncier, opération pour laquelle la forme authentique est nécessaire. Si, par le transfert entre deux masses patrimoniales, les créanciers sont bénéficiés, ils ont le droit d'attaquer par l'action révocatoire, l'action innovabilité. Une autre idée très importante, à mon avis, de l'article 32, alinéa 2e. Dans tous les cas prévus au premier alinéa, les transferts des droits et obligations d'une masse patrimoniale à une autre ne constituent pas une alternative
patrimoine. Le patrimoine professionnel individuel, réglementé par l'article 33. La constitution d'une masse patrimoniale affectée à l'exercice individuel d'une profession réglementée se réalise par le moyen d'un acte passé par le titulaire dans le respect des conditions de forme et de publicité prévues par la loi. Aussi, les conditions de forme et de publicité se réfèrent au cas de ces immeubles, au cas des immeubles qui doivent être enregistrés dans le livre foncier. Une autre conséquence de la divisibilité du patrimoine est, dans le nouveau code civil, la réglementation de la fiducie. La fiducie qui a été adoptée dans le nouveau code civil roman d'après le modèle français est l'opération juridique par laquelle une ou plusieurs constitutions transfèrent des droits réels de créances et garanties ou d'autres droits patrimoniaux, un ensemble de ce droit, voilà l'idée de masse patrimoniale, présente à une ou plusieurs fiducies. Les droits, dit le même texte, forment une masse patrimoniale autonome, distincte des autres droits et obligations des patrimoines des fiducies. Le caractère limité de l'application de la fiducie, à mon avis, la réglementation de la fiducie dans le code civil a un caractère assez limité parce que les sources de la fiducie sont le contrat ou la loi, pas les actes confiscables, et les personnes qui peuvent être fiduciaires sont seulement des personnes morales avec un objet d'activité bien précisé par la loi. Les établissements bancaires, les sociétés d'investissement, je ne veux pas énumérer toutes les potentiaux fiduciaires, et aussi les notaires publics et les avocats, quelle que soit la modalité d'exercice de leur profession. Une autre conséquence de la visibilité du patrimoine est la spécialisation du gage des créanciers chirographes. L'équivalent de l'ancien article 1718 du Code civil roman, article 2284 du Code civil français en vigueur, est dans le nouveau Code civil l'article 2334, qui réglemente le gage général des créanciers chirographes. Un effet et une fonction du patrimoine. Les créanciers, l'idée du gage général des créanciers est aussi que ce gage se spécialise en fonction de la masse patrimoniale avec laquelle la créance est née. Les créanciers, dit l'alinéa 3e du texte, dont les créances sont nées en lien avec une certaine division du patrimoine autorisée par la loi, sont tenus de poursuivre en priorité les biens faisant partie de cette masse patrimoniale. Ce n'est pas une idée nouvelle, c'est la première fois qui est prévue dans le Code civil, mais la même idée était réglementée, la même norme s'est trouvée, par exemple, dans l'ancien Code de la famille, en ce qui concerne le rapport entre les créanciers et les masses des biens et des droits et des obligations communes propres des deux époux. Comme vous savez, bien sûr, les créanciers propres pouvaient poursuivre seulement les biens propres, tandis que les créanciers communs pouvaient poursuivre les biens communs. Une même réglementation on trouve aujourd'hui dans le Code civil en ce qui concerne le régime matrimonial de la communauté. Et, si vous me permettez d'être un peu méchant, parce que le Code civil a été rédigé par des avocats, bien sûr, on peut trouver une réglementation liée aussi à l'idée de la division du patrimoine qui est très favorable à toutes les professions libérales. C'est l'alinéa 4 de l'article 2334 qui dit que les biens faisant partie d'une division du patrimoine affecté à l'exercice d'une profession autorisée par la loi
par les créanciers dont les créances sont nées en rapport avec la vie professionnelle. Jusqu'ici, la même idée que l'idée de le troisième alinéa. Mais la thèse finale du texte dit que ces créanciers ne peuvent pas poursuivre les autres biens débiteurs. On verra que la jurisprudence dira, que la jurisprudence même de la Cour constitutionnelle dira sur ce texte. Je n'ose pas aujourd'hui sur des prédictions, mais en tout cas, je crois que l'avenir sera un texte discutable. Mesdames et messieurs, finalement, je peux dire qu'au Diderot avait raison. Il y a un lien indéniable entre la personne et le bâtiment. Le bâtiment est unitaire, je dis déjà ça, comme la personne, comme la personnalité. Même comme la personnalité humaine. Il y a, vous savez très bien, des idées, des philosophes, même des juristes, je peux citer déjà par exemple, qui disaient que la propriété et par conséquent le bâtiment est le fondement de la liberté humaine. Donc, on ne peut pas nier la liaison entre la personnalité humaine et le bâtiment. Mais, je crois aussi que la divisibilité du bâtiment ne peut pas être interprétée comme contredire complètement l'idée de la liaison entre la personne et le bâtiment, entre la personnalité et le bâtiment. Parce que toutes les personnes, tous les sujets de droit, personnes juridiques, morales et surtout personnes physiques, ont des intérêts, ont des comportements différents, parfois même dans le même cas. Donc, c'est toujours logique, c'est complètement logique, c'est normal que le bâtiment d'une personne doit être divisible pour répondre à tous ses intérêts, à tous ses